Ce jour-là, j'étais assis dans le parc, ouvrant ma boîte à sandwich. J'ai remarqué un vieil homme frêle, sans abri, aux yeux fatigués. J'ai déchiré mon sandwich en deux et lui ai offert une moitié. Il l'a accepté en silence. Puis, de manière inattendue, il m'a tendu un morceau de papier avec un numéro de téléphone inscrit dessus, me disant seulement « Appelle-moi quand tu auras vraiment besoin d'une issue ». Quelques jours plus tard, j'ai décidé de l'appeler et j'ai organisé une rencontre. Dans un café tranquille, il m'attendait déjà, son regard ferme et résolu. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je sais qu'ils t'ont tout pris. Travaille avec moi. Nous ferons payer ces gens et nous reprendrons ce que tu as perdu. » À ce moment-là, j'ai réalisé que l'opportunité de chercher justice pour moi-même et pour mon nouveau-né était arrivée. Je m'appelle Darren Banner. Pour que vous compreniez pourquoi je suis assise ici, face à un vieil homme mystérieux, aux yeux perçants et à une promesse obsédante, je dois vous raconter mon histoire depuis le début. Depuis mes premiers jours, depuis les rues appauvries, où j'ai grandi avec des rêves plus grands que les toits qui fuyaient. Je suis né dans un quartier ouvrier du Bronx, à New York, où l'odeur d'huile de machine et le bruit des klaxons de camions se mélangeaient en une bande sonore infinie de la vie. Notre petite maison était nichée dans une rue étroite, aux murs tachés, et dont le toit fuyait chaque fois qu'il pleuvait. Mon père, Tom Banner, était un homme à tout faire. Il avait des mains rugueuses et calleuses, mais elles étaient remarquablement habiles lorsqu'il maniait un marteau ou une clé. Ma mère, Dorothy, travaillait 2 emplois pour éviter que notre famille ne tombe dans la misère. Le jour, elle enseignait à temps partiel dans une école primaire voisine. Et la nuit, elle se tenait derrière le comptoir d'une petite dîner où l'odeur de graisse et le cliquetis des assiettes ne cessaient jamais. Notre maison était exiguë, avec seulement un petit salon, une minuscule cuisine et 2 chambres où le vent sifflait à travers les fissures chaque hiver. Mais malgré la pauvreté, cette maison était toujours remplie d'amour. Je me souviens encore des soirs où mon père s'asseyait dans son fauteuil usé, racontant des histoires de sa jeunesse, tandis que ma mère chantait doucement les chansons qu'elle avait apprises de sa grand-mère. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils m'avaient moi, et j'avais eux. C'était tout ce dont nous avions besoin. Dès mon plus jeune âge, j'ai réalisé la dureté du monde extérieur. Une fois, j'ai accompagné mon père dans un manoir d'un quartier chic pour réparer la plomberie. Le propriétaire, un homme en costume brillant, a regardé mon père comme s'il était une tache sur un tapis coûteux. Il a réprimandé mon père pour sa lenteur, alors que mon père travaillait sans relâche depuis des heures. Je suis resté là, un garçon de 8 ans, serrant les poings, sentant le sang monter à mon visage. Mon père a simplement baissé la tête en silence et a continué à travailler. Mais en partant, il m'a pris la main et m'a dit « Darren, tant que tu restes honnête et que tu travailles dur, être pauvre n'est pas une honte. Ne les laisse pas te faire sentir inférieur. » Ces mots se sont gravés dans mon esprit. Ma mère répétait souvent des sentiments similaires, surtout lorsqu'elle rentrait chez elle, les pieds endoloris après un travail de nuit. « Mon cher garçon, » disait-elle, ses yeux fatigués brillant toujours. « L'éducation est la clé. Étudie dur et tu auras une chance de changer ta vie, pas seulement pour toi, mais pour nous aussi. » J'ai écouté et absorbé ces paroles. Je savais que je ne voulais plus que mes parents s'inclinent devant qui que ce soit. Je voulais qu'ils vivent une vie plus confortable, libre de s'inquiéter de chaque sou pour les médicaments ou les factures d'électricité. Je me suis plongé dans mes études, comme un homme assoiffé cherchant un ruisseau. À l'école, j'étais toujours en tête de ma classe,
même si je portais des vêtements de seconde main que ma mère avait rapiécés à partir de vieilles affaires de mon cousin. Je me souciais peu lorsque les enfants riches se moquaient de mes chaussures usées ou de mon sac à dos déchiré. Je m'enfouissais dans les livres, les problèmes de mathématiques et la littérature, convaincu que c'était le seul moyen d'échapper à la pauvreté. Chaque nuit, j'étudiais sous la faible lumière d'une lampe de bureau faiblarde, pendant que ma mère s'asseyait à côté de moi, vérifiant mes devoirs avec un sourire fier. Mon père ramenait de vieux livres jetés par ses clients, les empilant dans un coin de ma chambre. La connaissance est quelque chose que personne ne peut te prendre, disait-il. Mais la vie n'a jamais été remplie que de beaux rêves. Je me souviens quand j'avais 13 ans, ma mère est tombée gravement malade. Elle a dû prendre une semaine de congé et nos maigres économies se sont rapidement évaporées. Mon père travaillait jour et nuit, mais ce n'était toujours pas suffisant pour payer ses médicaments. Je suis secrètement allé à l'épicerie du coin pour demander du travail. Le propriétaire, un homme sévère, m'a regardé de haut en bas et a ricané. « Un gamin pauvre comme toi, que crois-tu pouvoir faire ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste baissé la tête et suis parti. Mais cette nuit-là, quand ma mère m'a serré dans ses bras et m'a promis qu'elle irait mieux, je me suis fait un serment. Je ne laisserai plus jamais personne regarder ma famille de haut. Je travaillerai, j'étudierai, et un jour, je les ferai nous voir différemment. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai obtenu une bourse pour un lycée prestigieux dans une autre partie de la ville. C'était mon premier pas dans un monde complètement étranger, où les enfants venaient à l'école dans leur propre voiture, portaient des uniformes coûteux et parlaient de vacances en Europe comme si c'était des événements quotidiens. Je me sentais déplacé, comme un poisson jeté sur la terre ferme. Mais je ne me suis pas laissé fléchir. J'ai étudié jour et nuit, prouvant ma valeur pas à pas. Ces efforts m'ont valu une bourse universitaire. L'université a été encore plus difficile, mais j'ai persévéré et j'ai finalement obtenu un diplôme en finance d'une institution prestigieuse. Le jour où j'ai traversé la Seine pour recevoir mon diplôme, mes parents étaient assis au dernier rang. Ma mère a sangloté de manière incontrôlable et mon père m'a serré la main fermement, disant seulement « Tu es notre plus grande fierté ». Après l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé ma recherche d'emploi. Fort d'un diplôme d'honneur d'une université prestigieuse, j'étais confiant que je trouverais bientôt ma place. J'ai envoyé des candidatures à des dizaines d'entreprises, des petites banques aux grandes corporations. Mais le marché du travail était plus dur que je ne l'avais imaginé. Les lettres de rejet arrivaient les unes après les autres, chacune comme un coup de poing dans mes rêves. Un recruteur m'a regardé de haut en bas, son regard scrutateur s'attardant sur la vieille chemise qu'on m'avait prêtée. « D'où venez-vous » a-t-il demandé, son ton empreint de suspicion. « Le Bronx » ai-je répondu, en essayant de garder la voix ferme. Il a esquissé un léger sourire et a dit « Merci, nous vous contacterons. » Mais je savais qu'il n'appellerait pas jamais. Puis, par un coup de chance, une opportunité s'est présentée. Sterling Group, un conglomérat financier et d'investissement multidisciplinaire renommé, a accepté ma candidature. Je me souviens encore du jour de l'entretien, mon cœur battant la chamade en entrant dans leur gratte-ciel imposant de Manhattan avec ses murs de verre étincelants et ses sols en marbre poli. Je me sentais petit, comme un étranger perdu parmi les costumes chers et les conversations remplies de jargon financier de haut niveau. Mais lorsque je me suis assis devant le comité d'entretien, j'ai rassemblé tout mon courage, répondant à chaque question avec la confiance forgée par des années d'études acharnées. Ils ont hoché la tête, pris des notes, et à la fin, j'ai été embauché dans le département d'analyse d'investissement. Le salaire de départ n'était pas élevé,
Mais pour un gamin du Bronx, c'était une étape qui a changé sa vie. Mes premiers jours chez Sterling Group ont été intenses. Je travaillais comme une machine. J'arrivais tôt, partais tard, vérifiais chaque chiffre, analysais chaque rapport et ne laissais aucune erreur passer. Je voulais prouver que j'avais ma place, que mes origines dans les bas-fonds ne me définissaient pas. Progressivement, mes collègues ont commencé à me remarquer. Ils m'appelaient le gamin travailleur, et certains me demandaient même de relire leurs rapports. Je me sentais fier, mais je ne pouvais ignorer la réalité. Chez Sterling Group, j'étais toujours un étranger. Le préjugé de classe était aussi clair que le jour. Les collègues nés dans des familles riches, éduqués dans des écoles de l'Ivy League, étaient traités différemment. Ils déjeunaient dans des restaurants chics, parlèrent de vacances dans les Hamptons ou de leurs yachts familiaux. Pendant ce temps, j'apportais le déjeuner préparé par ma mère, mangeais rapidement dans la salle de pause et essayais d'ignorer les regards curieux ou les murmures derrière mon dos. Une fois, un collègue nommé Mark, fils d'un dirigeant de banque, m'a regardé et a souri. « Le Bronx, hein? Comment êtes-vous arrivé ici? » « Par chance, j'imagine. » J'ai souri, avalant ma colère, et j'ai continué à travailler. Je savais que pour survivre ici, je ne pouvais pas laisser les émotions l'emporter sur la raison. Pourtant, le travail chez Sterling Group a véritablement transformé ma vie. J'ai loué un petit appartement près du bureau pour des raisons de commodité, et avec un salaire régulier, j'ai commencé à envoyer régulièrement de l'argent à mes parents. Je me souviens encore de la première fois que j'ai apporté une nouvelle télévision à notre petite maison du Bronx. Les yeux de ma mère se sont illuminés en la regardant, bien qu'elle m'ait taquiné en me réprimandant. « Darren, tu n'as pas besoin d'acheter ces choses. Tant que tu es en bonne santé et que tout va bien, je suis heureuse. » Mon père m'a simplement tapoté l'épaule, sans rien dire, mais ses yeux étaient remplis de fierté. J'ai également aidé à payer les médicaments de ma mère et à réparer le toit qui fuyait. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu mes parents sourire plus souvent. Ces moments rendaient chaque once d'épuisement et chaque regard condescendant au travail digne d'intérêt. J'ai commencé à gravir les échelons. D'analyste, on m'a confié des projets plus importants et j'ai participé à des réunions avec des clients majeurs. Mon patron, M. Harris, un homme d'âge mûr, sévère mais juste, m'a un jour convoqué dans son bureau et m'a dit « Darren, tu as ce qu'il faut. Ne laisse personne te retenir. » Ces mots étaient comme une décharge d'adrénaline. J'ai travaillé plus dur, j'ai appris constamment, et je suis progressivement devenu un acteur clé de l'équipe. Les collègues ont commencé à me respecter, ne m'appelant plus le gamin du Bronx. Mais tout le monde ne me regardait pas avec bienveillance. Les deux fils du président de l'entreprise, Roy Sterling et Bill Sterling, ont clairement montré que le préjugé de classe ne disparaîtrait jamais. Roy, l'aîné, était un homme arrogant aux cheveux gominés en arrière et à la voix empreinte de condescendance. Bill, le frère cadet, était paresseux, s'appuyant constamment sur le nom de famille pour masquer son manque de compétences. Tous deux me regardaient comme si je n'avais pas ma place dans leur monde. Une fois, lors d'une réunion d'équipe, Roy a délibérément posé des questions sur mes origines devant tout le monde. « Darren, j'ai entendu dire que tu avais grandi dans les bas-fonds, n'est-ce pas? Comment quelqu'un comme toi se retrouve-t-il chez Sterling Group ?» La salle est tombée dans un silence, tous les regards braqués sur moi. J'ai souri calmement et j'ai répondu « J'y suis arrivé grâce à mes capacités, Monsieur Roy. » « Et vous ?» Quelques collègues ont gloussé, mais Roy non. À partir de ce moment, j'ai su que j'étais devenu une épine dans son pied. Pourtant, je ne l'ai pas laissé m'affecter. J'ai continué à travailler, rendant visite à mes parents le week-end, leur apportant des courses
et des histoires sur mon travail. Ma mère me serrait dans ses bras, disant qu'elle priait tous les jours pour ma sécurité. Mon père racontait de vieilles histoires, comme pour me rappeler que peu importe jusqu'où j'irais, j'étais toujours le garçon du Bronx élevé dans un foyer plein d'amour. Mais tout a changé lorsque j'ai rencontré Ava Sterling, la seule fille du président de l'entreprise, Gregory Sterling. C'était lors du gala du 50e anniversaire de l'entreprise, où Ava est apparue dans une simple robe verte, se détachant comme un phare de lumière parmi les costumes polis et les sourires superficiels. Je me tenais dans un coin de la pièce, un verre de jus d'orange à la main, essayant de me fondre dans l'atmosphère inconnue de l'événement. Je n'étais pas habitué à de telles occasions où les gens riaient et parlaient de yachts et de vacances européennes. Mais lorsque les yeux d'Ava ont rencontré les miens, j'ai ressenti une étrange chaleur. Elle s'est approchée, son sourire doux mais dénué d'arrogance. « Tu es Darren, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, sa voix claire comme une cloche. J'ai hoché la tête, un peu déconcerté, ne m'attendant pas à ce que la fille du président connaisse mon nom. Nous avons commencé à parler. Ava m'a interrogé sur mon travail, les analyses financières que je faisais, et j'ai été surpris par la sincérité avec laquelle elle écoutait. Elle n'était pas comme le reste de la famille Sterling. Aucune trace de l'arrogance de Roy ou de la paresse de Bill. Elle était intelligente, vive, mais pleine d'émotions, comme si elle comprenait les struggles dont je ne parlais jamais à voix haute. Notre conversation a duré plus longtemps que je ne l'avais prévu, et à la fin du gala, j'ai réalisé que j'avais souri plus pendant ces quelques heures que pendant tout le mois précédent. Dans les jours qui ont suivi, Ava et moi nous sommes croisés plus souvent, parfois dans les couloirs du bureau, parfois à la cafétéria. Elle trouvait toujours un moyen d'entamer une conversation. Et bien que j'ai essayé de garder mes distances, je n'ai pas pu résister à être attiré par sa chaleur. Nous avons commencé à nous rencontrer en dehors du travail, partageant de brèves pauses café dans un petit café près du bureau. Là, Ava parlait de son rêve d'échapper au monde glamour, mais étouffant de sa famille. Pendant que je partageais des histoires sur mes parents dans notre maison exiguë du Bronx, j'ai commencé à voir qu'Ava n'était pas seulement la fille d'une puissante dynastie. C'était une femme à l'esprit libre, aspirant à vivre authentiquement. L'amour est venu comme une brise, douce, mais puissante. Je ne sais pas à quel moment je suis tombé amoureux d'Ava, mais c'était peut-être le moment où elle m'a pris la main lors d'une averse soudaine, alors que nous courions nous mettre à l'abri. Elle riait fort, les cheveux trempés, et a dit « Darren, j'adore ces moments. Pas besoin de faire semblant. Juste être nous-mêmes. » À ce moment-là, j'ai su que mon cœur lui appartenait. Mais je savais aussi que cet amour ne serait pas facile. Ava était la fille de Gregory Sterling, et j'étais juste un type des bas-fonds. Peu importe à quel point je travaillais dur, je ne pourrais jamais effacer la division entre nos mondes. Les rumeurs à notre sujet se sont propagées rapidement dans l'entreprise. Les regards curieux et les murmures derrière mon dos se sont faits plus fréquents. Roy et Bill, en particulier, ne cachaient pas leur mépris. Une fois, Roy m'a coincé dans un couloir, sa voix glaciale. « Qui te crois-tu, Darren ? Un gamin des bas-fonds qui rêve de ma sœur. Ne me fais pas t'apprendre ta place. » J'ai serré les poings, luttant pour rester calme. Mais à l'intérieur, une tempête grondait. Puis ma pire crainte s'est réalisée. Un après-midi, Ava m'a appelé dans un parc près du bureau, les yeux rouges mais résolus. « Papa est au courant pour nous, » a-t-elle dit, sa voix tremblante. « Il a dit que si je ne romps pas avec toi, il te licenciera. » Non seulement cela, il a menacé de couper tout mon soutien financier. Mon sang s'est glacé.
Je savais que Gregory Sterling était un homme puissant qui n'hésiterait pas à utiliser tous les moyens pour protéger la réputation de sa famille. Mais en regardant dans les yeux d'Ava, j'ai vu sa détermination. Je n'ai pas peur, et je me fiche de ce qu'ils font. Je t'aime, et je veux être avec toi. Ces mots ont fait fondre mon cœur, mais m'ont aussi rempli de peur. Je ne voulais pas qu'Eva perde tout à cause de moi. J'avais vu mes parents vivre une vie entière dans la pauvreté, et je ne voulais pas qu'Ava endure cela. Mais elle m'a serré la main plus fort que jamais et a dit « Nous traverserons ça ensemble, Darren. Je crois en toi. » À ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais pas revenir en arrière. J'aimais Eva et je me battrais pour la garder à mes côtés, même si cela signifiait affronter le monde. Nous avons décidé de nous marier malgré toutes les objections. Quand je l'ai demandé en mariage, Eva m'a serré dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues, mais un sourire radieux sur ses lèvres. « T'avoir suffi », a-t-elle dit. Mais la famille Sterling ne ressentait pas la même chose. Gregory m'a convoqué dans son bureau, une grande pièce ornée de peintures coûteuses et de fenêtres donnant sur l'horizon de Manhattan. Il était assis derrière son bureau, son regard froid et perçant. « Pensez-vous être digne de ma fille, Darren ?» a-t-il demandé, sa voix basse mais autoritaire. « Vous n'appartenez pas à ce monde. Si vous persévérez, je veillerai à ce que vous perdiez tout. Votre emploi, votre réputation, tout. » Je me suis tenu droit, soutenant son regard. « Monsieur, j'aime Eva, et je ne laisserai personne me la prendre. » 2 mois plus tard, nous nous sommes mariés dans une petite église simple mais chaleureuse. Seuls quelques amis proches, mes parents et mes proches étaient présents. Ma mère, dans une robe modeste mais soigneusement choisie, a serré Ava dans ses bras et a dit « Tu es la fierté de notre famille. Prends soin de mon garçon. D'accord ?» Ava a éclaté en sanglots, serrant ma mère étroitement. Mon père m'a tapoté l'épaule, les yeux pleins de fierté, mais teintés d'inquiétude. Pas un seul membre de la famille Sterling ne s'est présenté. Aucune bénédiction, aucun regard. Ils considéraient notre mariage comme une tâche, une honte pour la famille, comme Roy me l'avait crié un jour au visage. Après le mariage, Ava et moi avons emménagé dans un petit appartement en banlieue. Ce n'était pas luxueux, mais c'était notre foyer. Chaque nuit, alors qu'Eva était dans mes bras, je me sentais l'homme le plus heureux du monde. Mais au fond de moi, je savais que la tempête n'était pas terminée. Gregory Sterling n'était pas le genre d'homme à laisser les choses facilement. La tempête a frappé quelques semaines à peine après notre mariage. Un matin, en arrivant au bureau, M. Harris, le patron qui m'avait toujours soutenu, m'a convoqué dans son bureau. Il me regardait, les yeux lourds. « Darren, » a-t-il dit, la voix basse, « tu es viré. C'est un ordre d'en haut. » J'ai essayé d'intervenir, mais personne ne peut aller à l'encontre de Gregory Sterling. Je suis resté là, sentant comme si le sol s'était effondré sous mes pieds. Je n'ai pas été surpris. J'avais anticipé les représailles de Gregory, mais la sensation d'avoir le travail auquel j'avais consacré ma sueur et mes larmes arrachées me déchirait encore le cœur. Je suis retourné à notre appartement, essayant de garder une expression calme pour ne pas inquiéter Ava. Mais elle savait. Ava savait toujours. Elle était assise sur le canapé, les yeux brillants mais remplis d'inquiétude. « Darren, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas bien. Je le vois. » J'ai soupiré. Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai tout raconté. Elle m'a tenu la main, la serrant si fort que je pouvais sentir le battement de son cœur. « Nous traverserons ça, Darren, » a-t-elle dit,
sa voix résolue. Ils peuvent te prendre ton travail, mais ils ne peuvent pas prendre notre amour. Mais la famille Sterling n'en avait pas fini. Peu de temps après, Ava a reçu une lettre de son père. Grégory a déclaré qu'il coupait tout soutien financier, compte bancaire, carte de crédit, même son héritage. « Tu as choisi un pauvre crapule », disait la lettre, son ton aussi froid et tranchant qu'une lame. « Tu paieras pour ta folie. » Ava a lu la lettre, les mains tremblantes, puis l'a déchirée en morceaux. « Ce ne sont pas ma famille », a-t-elle dit, des larmes coulant sur ses joues. « Toi et tes parents êtes ma vraie famille. » Je l'ai tenue, essayant de cacher la peur qui rongeait mon cœur. Je me suis plongé dans la recherche d'un nouvel emploi, envoyant des candidatures partout, des petites sociétés financières aux grandes entreprises. Mais chaque fois, les portes se claquaient au nez. Un recruteur a été brutal. « Darren, vous avez un excellent CV, mais personne n'ose vous embaucher. Vous avez contrarié les Sterling. Ils ont plus de pouvoir que vous ne le réalisez. » J'ai lentement réalisé que Grégory et sa famille avaient utilisé leur influence pour manipuler le système, me bloquant de tout emploi décent. Nous avons survécu avec les maigres économies d'Eva et de petits prêts de mes parents. Mais chaque jour qui passait, notre avenir s'obscurcissait. Au milieu de ces difficultés, une étincelle de joie est arrivée de manière inattendue. Ava était enceinte. Quand elle me l'a dit dans notre minuscule cuisine, c'était comme si le monde entier s'illuminait. Je me suis agenouillé, je l'ai serrée dans mes bras, des larmes coulant sur mes joues. Nous allons avoir un bébé. « Dieu merci », ai-je murmuré, la voix étranglée par l'émotion. Elle a souri, plaçant ma main sur son ventre. « Un garçon », a-t-elle dit, les yeux brillants. « Je veux le nommer Tony, d'après mon grand-père, la seule personne de ma famille qui m'ait jamais vraiment aimé. » J'ai hoché la tête, ressentant un regain de force. Mais cette joie n'a pas duré. Alors qu'Ava entrait dans son 8e mois de grossesse, elle a commencé à s'affaiblir. Elle était souvent fatiguée, s'évanouissant parfois sans explication. Je l'ai emmenée à l'hôpital, le cœur battant d'inquiétude. Les médecins ont dit qu'elle avait une complication rare mais dangereuse de la grossesse. « Nous ferons tout notre possible », ont-ils dit. Mais j'ai vu le malaise dans leurs yeux. Je tenais la main d'Ava, essayant de rester calme, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Je ne pouvais pas la perdre. Vraiment pas. Le jour où Ava a commencé son travail, je suis resté à ses côtés dans la salle d'accouchement, lui serrant la main, priant de toutes mes forces. Mais ensuite, le médecin m'a écarté, sa voix tremblante. « Darren, nous avons un problème. L'état d'Ava est critique. Nous ne pourrons peut-être sauver que la mère ou l'enfant. » Le monde semblait s'effondrer sous mes pieds. « Sauvez Eva !» ai-je presque crié, ma voix brisée par le désespoir. « S'il vous plaît, sauvez ma femme. » Dans la panique, je me suis précipité dans la salle d'accouchement. Ava gisait là, le visage pâle, sa respiration faible. Elle semblait sentir quelque chose. Elle a lutté pour ouvrir les yeux, sa main tremblante tendant la mienne, murmurant « Darren, tu dois sauver notre bébé. Promets-moi que tu protégeras Tony. » J'ai secoué la tête, des larmes tombant comme la pluie, incapable d'accepter la pensée de la perdre. Mais Eva m'a serré la main plus fort, sa voix faible mais résolue. « Laisse-moi faire ça pour notre enfant. Tu dois être fort pour Tony. » Je me suis effondré près de son lit, sanglotant comme un enfant. Chaque seconde ressemblait à une condamnation à mort. Puis les médecins ont pris leur décision finale. Tony est né.
Un petit garçon, mais en bonne santé, aux yeux clairs, tout comme sa mère. Mais Eva, la femme que j'aimais plus que ma propre vie, était partie pour toujours. Je suis resté immobile, tenant Tony dans mes bras, sentant mon cœur se briser. Elle avait tout sacrifié pour donner la vie à notre fils, et moi, impuissant, je n'avais rien pu faire pour la sauver. Les funérailles d'Ava ont eu lieu un jour de pluie. Je me tenais près de son cercueil, essayant de ne pas m'effondrer. Mes parents sont venus, se tenant silencieusement à mes côtés, ma mère tenant Tony et pleurant. La famille Sterling était également présente, mais pas pour pleurer. Roy s'est approché, le mépris dans les yeux. « C'est le résultat de ta stupidité, Darren. Cet enfant est une tache, une lignée impure. » Bill se tenait à proximité, souriant. « Tu devrais partir d'ici avant que les choses n'empirent. » Même Gregory, avec son attitude glaciale, a regardé mes parents et a dit « Votre famille est une honte. Élever un fils qui a osé souiller la lignée Sterling. » Mon père a baissé la tête, tenant la main de ma mère, essayant de rester calme. Ma mère serrait Tony plus fort, comme pour le protéger de ses mots venimeux. Je suis resté là, le sang bouillant mais impuissant à agir. Au plus profond de moi, un feu a commencé à brûler, non pas de haine, mais de détermination. J'ai juré de ne pas laisser les Sterling continuer à piétiner les gens que j'aimais. Je protégerai Tony et je leur ferai payer ce qu'ils avaient fait à Ava, à moi et à notre famille. Après les funérailles, j'ai ramené Tony dans la petite maison de mes parents dans le Bronx. L'appartement qu'Eva et moi appelions notre foyer n'était plus qu'un douloureux souvenir. Je ne pouvais pas me le permettre, ni supporter de faire face au mur qui portait encore sa chaleur. Mes parents nous ont accueillis sans un mot de reproche, seulement des étreintes silencieuses et des yeux remplis de tristesse. Ma mère, de ses mains fragiles, a pris Tony dans ses bras et lui a chanté de la même voix claire qu'elle me chantait quand j'étais enfant. Mon père a tranquillement aménagé un vieux berceau dans un coin de la maison, celui qu'il avait fait pour moi il y a 30 ans. « Reste ici, Darren », a-t-il dit, sa voix basse mais ferme. La famille, c'est pour s'appuyer les uns sur les autres. Mais je savais que je ne pouvais pas compter éternellement sur mes parents. Ils vieillissaient, leur santé déclinait, et leurs maigres économies suffisaient à peine à payer leurs médicaments et leurs dépenses courantes. Je devais me ressaisir pour trouver un moyen de subvenir aux besoins de Tony et de prendre soin de mes parents. J'ai recommencé ma recherche d'emploi. Je savais que les Sterling avaient utilisé leur influence pour s'assurer que je ne trouverais pas d'emploi bien rémunéré à New York. Alors, je me suis tourné vers des petits boulots, livrant des colis, servant des tables, travaillant même comme gardien de nuit dans un supermarché. Chaque jour, je quittais la maison avant le lever du soleil et je rentrais quand Tony dormait déjà dans les bras de ma mère. Le peu d'argent que je gagnais suffisait à peine pour le lait de Tony et pour couvrir les factures de services publics. Certaines nuits, je m'asseyais près de son berceau, le regardant, son petit visage, et ressentais une douleur indescriptible. Tony avait les yeux d'Ava, brillants, doux et pleins de vie. Chaque fois que je les regardais, c'était comme si Ava me rappelait « Sois fort pour Tony ». Ma vie est devenue un cycle sans fin d'épuisement et de déception. Je travaillais 16 heures par jour, mais ce n'était jamais assez pour subvenir aux besoins de ma famille. Ma mère commença à tousser plus fréquemment, et mon père, bien qu'il essayât de le cacher, ne pouvait masquer la douleur au dos qui le tourmentait chaque fois qu'il essayait de réparer quelque chose à la maison. J'apportais de l'argent à la maison, mais il disparaissait rapidement dans les médicaments, les couches et les factures qui s'accumulaient. Une fois, j'ai dû vendre la montre qu'Ava m'avait donnée
un cadeau qu'elle avait acheté avec ses dernières économies avant que sa famille ne la coupe. En remettant la montre à l'acheteur, j'ai eu l'impression de vendre un morceau de mon cœur. Mais je n'avais pas le choix. Tony avait besoin de manger et mes parents avaient besoin de vivre. Dans mes moments les plus faibles, je me demandais si je faisais la bonne chose. J'avais combattu pour l'amour, défiant tous les préjugés, mais le prix avait été la vie d'Ava. Et maintenant, j'entraînais toute ma famille dans la tempête. Certaines nuits, quand Tony pleurait de faim, je ne pouvais pas me permettre d'acheter tout de suite. Je m'asseyais dans le coin de la cuisine, la tête enfouie sur la table, me sentant plus impuissant que jamais. Eva me manquait, son sourire, la façon dont elle me tenait la main et disait que nous surmonterions tout. Mais maintenant, elle était partie, et il ne me restait que Tony, un enfant minuscule et innocent qui dépendait entièrement de moi. Un conflit intérieur me rongeait chaque jour. J'aimais Tony, j'aimais mes parents, mais je ne pouvais supporter le sentiment que je les faisais échouer. Je rêvais de donner à Tony une vie meilleure, de laisser mes parents se reposer après des années de difficultés. Mais je ne savais pas par où commencer. Une fois, en me regardant dans le miroir, je me suis à peine reconnu. Des cernes sous les yeux, des cheveux en désordre, un visage émacié marqué par l'épuisement. Je me demandais, était-ce toujours le Darren qu'Ava aimait? Était-ce toujours l'homme qui avait juré de changer la vie de sa famille? Mais au milieu de cette obscurité, une faible lueur brillait encore. C'était dans le sourire de ma mère, fatigué mais chaleureux, alors qu'elle tenait Tony. C'était dans mon père, malgré son mal de dos, me racontant de vieilles histoires pour me réconforter. Et c'était dans Tony, à peine quelques mois, qui me tenait le doigt et souriait. Un sourire pur, tout comme celui d'Eva. Ces moments me rappelaient les enseignements de mes parents. L'intégrité et la résilience d'Aren. Ce sont des choses que personne ne peut te prendre. Je savais que je ne pouvais pas abandonner. J'ai commencé à chercher de petites opportunités, tout ce qui pouvait m'aider à me remettre sur pied. J'ai pris des quarts de nuit supplémentaires, je me suis inscrite à des cours en ligne gratuits pour rafraîchir mes connaissances financières, espérant qu'un jour je trouverais une issue. Je ne savais pas comment affronter la famille Sterling, mais je savais que je ne pouvais pas les laisser gagner. Le serment que j'avais fait sous la pluie aux funérailles d'Ava brûlait encore en moi. Et puis, un soir fatidique, le destin a frappé d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Par l'intermédiaire d'un vieil homme mystérieux, d'un morceau de papier froissé et d'une promesse qui pourrait tout changer. Je me souviens encore clairement de ce moment, par un après-midi maussade dans le parc. Dans ma main, il y avait un sandwich que j'avais acheté à la hâte. Apercevant un vieil homme sans abri recroquevillé sur un banc, mon estomac s'est serré. Sans trop réfléchir, j'ai déchiré le sandwich en deux et lui ai offert un morceau. Il l'a accepté, ses mains tremblantes contrastant avec ses yeux étonnamment vifs, comme s'il pouvait voir à travers mon âme. Puis, silencieusement, il a sorti un morceau de papier avec un numéro de téléphone écrit à la main. « Appelle-moi », a-t-il dit, sa voix basse et énigmatique. « Quand tu auras vraiment besoin d'une issue. » J'ai glissé le papier dans ma poche, pensant que ce n'était qu'un geste étrange de gratitude. Mais en rentrant chez moi, épuisé après un quart de nuit, je n'arrêtais pas de penser à ces paroles. Une issue, quelque chose que je désirais plus que tout. Cette nuit-là, je me suis assis dans la petite cuisine de mes parents, la faible lumière jaune projetant des ombres sur le papier froissé. Tony dormait profondément dans la pièce voisine. Mes parents s'étaient couchés, mais je savais que ma mère ne dormait que par intermittence pour veiller sur Tony.
tandis que mon père cachait la douleur au dos qu'il ressentait en réparant notre toit qui fuyait. Je ne pouvais pas les laisser continuer à vivre ainsi. Ne pas laisser Tony grandir dans la même pauvreté que moi. J'ai pris le téléphone, mes doigts hésitants sur les touches. Finalement, j'ai composé le numéro, mon cœur battant comme si je me trouvais à un carrefour fatal. Le téléphone a sonné quelques fois avant qu'une voix calme et profonde ne réponde. J'attendais votre appel. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder la voix ferme. Je m'appelle Darren, ai-je dit. Nous nous sommes rencontrés au parc. Vous m'avez dit d'appeler quand j'aurais besoin d'une issue. Le vieil homme a ri doucement, un son sec mais pas méchant. Rencontrons-nous demain au café de la 5e rue, 10h. Ne sois pas en retard. Puis il a raccroché, me laissant avec une foule de questions et un sentiment étrange, comme si j'avais juste participé à un jeu dont je ne connaissais pas encore les règles. Le lendemain matin, je suis arrivé au café, un vieil endroit avec des tables en bois usées et l'arôme subtil de café torréfié. L'endroit était presque vide, avec seulement quelques clients épars. Le vieil homme était déjà là, niché dans un coin, portant un manteau gris et un bonnet de laine tiré bas sur la moitié de son visage, mais ses yeux, vifs et résolus, croisaient mon regard. Je me suis assis en face de lui, me sentant comme si j'entrais dans un dangereux match d'échecs. « Merci d'être venu, Darren, » a-t-il dit, me glissant un verre d'eau. « Je sais que tu es au plus bas, mais je sais aussi que tu es le seul qui peut faire ce que je n'ai pas pu. » Je l'ai regardé, le cœur battant. « Qui êtes-vous? Et pourquoi moi ?» Le vieil homme a souri, mais c'était un sourire triste, lourd de souvenirs. Il a lentement retiré son bonnet, révélant un visage buriné marqué par de profondes rides. « Je suis Arthur Sterling, » a-t-il dit, sa voix ferme mais chargée d'émotion. Le fondateur de Sterling Group et le grand-père d'Eva. J'ai eu l'impression que l'air s'était retiré de la pièce. Arthur Sterling, un nom qui n'existait que dans les vieilles histoires de l'entreprise, une légende oubliée. Eva avait parlé de lui, la seule personne de sa famille qu'il ait jamais aimé inconditionnellement. Mon grand-père était la meilleure personne que j'ai jamais connue, avait-elle dit un jour, les yeux brillants. Mais mon père l'a chassé de la famille. Je n'aurais jamais imaginé le rencontrer, encore moins qu'il apparaisse dans ma vie à ce moment précis. Arthur a commencé à parler, sa voix montant et descendant comme les pages d'un vieux livre qu'on ouvre. Il avait construit Sterling Group à partir de rien, avec le rêve de créer un héritage pour sa famille. Mais son fils et sa belle-fille l'avaient trahi. Il l'avait dupé pour lui faire signer ses parts, l'avait diffamé et l'avait forcé à quitter l'entreprise. « J'ai tout perdu, Darren », a-t-il dit, son regard distant. « L'entreprise, mon honneur, ma famille, mais je n'ai jamais arrêté de surveiller. Je savais pour toi depuis ton passage chez Sterling Group. J'ai vu ton intégrité, la façon dont tu aimais Eva, malgré tous les préjugés. Et quand tu l'as perdue, j'ai su que tu étais le seul avec suffisamment de raisons de faire tomber Grégory. » Arthur a fait une pause, puis a esquissé un faible sourire. Notre rencontre dans le parc, ce n'était pas une coïncidence, c'était ma façon de te joindre. Je me suis assis là, essayant de traiter ces mots. « Pourquoi me faites-vous confiance ?» ai-je demandé, la voix pleine d'émotion. Arthur m'a regardé droit dans les yeux. « Parce que tu as ce que la famille Sterling a perdu. La résilience et un vrai cœur. Tu ne t'es pas incliné devant les insultes de Roy et Bill. Tu t'es battu pour Ava, et maintenant tu te bats pour ton fils. Je vois en toi le feu que j'ai laissé s'éteindre.
Puis il a fait glisser un dossier épais et usé sur la table. Je l'ai ouvert, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre en parcourant les pages. C'étaient des documents classifiés, des preuves que Grégory détournait de l'argent, créait des sociétés fictives pour blanchir de l'argent, cachait des dettes et manipulait les actions. Il y avait des enregistrements d'accidents suspects, la mort soudaine d'un rival, d'un journaliste qui avait disparu après avoir enquêté sur Sterling Group, et des documents montrant Grégory soudoyant des fonctionnaires et truquant la politique pour dissimuler des scandales. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale, non seulement à l'échelle des crimes, mais aussi à la cruauté de l'homme que j'avais autrefois appelé mon beau-père. Arthur a expliqué qu'il avait rassemblé ces documents au fil des ans, vivant caché pour éviter la poursuite de Grégory. Les journalistes qui ont enquêté sur lui ont tous disparu, a-t-il dit, sa voix s'abaissant. Je suis resté silencieux parce que je savais que je ne pouvais pas le combattre seul. Mais toi, Darren, tu as la motivation qui m'a manqué. Tu as Tony et tu as la douleur d'Ava. J'ai serré le dossier, sentant comme s'il me brûlait les mains. Si je fais ça, ai-je dit, la voix tremblante, qu'est-ce que je vais affronter? Arthur a soutenu mon regard sans ciller. La vraie obscurité d'Arène. Grégory n'est pas seulement cupide, c'est un prédateur. Il n'hésitera pas à détruire quiconque se mettra en travers de son chemin. Mais si tu n'agis pas, toi et Tony vivrez pour toujours sous son ombre. Ce n'est qu'en l'exposant que ta famille pourra avoir un avenir. Je me suis assis en silence, mon esprit en pleine effervescence. J'ai pensé à Tony, le bébé qui a perdu sa mère à la naissance. J'ai pensé à mes parents qui avaient sacrifié leur vie pour moi. Et j'ai pensé à Ava, à son sourire, à sa dernière promesse, protéger Tony. Je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Ce n'était pas seulement une chance de chercher justice pour Eva. C'était une déclaration de guerre contre un empire sombre. J'ai regardé Arthur et j'ai hoché la tête. Je le ferai, ai-je dit, ma voix plus ferme que jamais. Arthur a souri, un sourire plein d'espoir, mais aussi de prudence. Bien, mais souviens-toi, Darren, ce sera une longue bataille. Une fois que tu es dedans, il n'y a pas de retour. Nous devons être prudents, et nous n'avons qu'une seule chance. J'ai quitté le café avec le dossier bien serré dans mon sac. J'ai eu l'impression de porter une bombe à retardement. Arthur m'avait prévenu de ne rien dire à personne, même pas à mes parents, de ce qu'il m'avait révélé. Grégory a des yeux et des oreilles partout, a-t-il dit, sa voix un murmure bas. Un mauvais mot, et nous pourrions tous les deux disparaître, comme les autres. J'ai hoché la tête, le cœur lourd. Je n'avais pas peur pour moi-même, mais je craignais pour Tony, le bébé qui grandissait dans les bras de ma mère, et pour mes parents, qui avaient sacrifié leur vie pour moi. Je savais que je devais être plus prudent que jamais. De retour à la maison, j'ai discrètement caché le dossier au fond de l'armoire, dans une vieille boîte qu'Ava utilisait pour garder les lettres d'amour que nous nous écrivions. Chaque fois que je l'ouvrais, son écriture délicate me frappait comme une vague, et la douleur menaçait de me submerger. Mais maintenant, cette douleur ne me mettait plus à genoux. Au lieu de cela, elle me nourrissait. Arthur et moi avons commencé à nous rencontrer régulièrement, toujours dans des endroits discrets, un parc isolé, une petite dîner à la périphérie de la ville, ou une vieille bibliothèque rarement visitée. Il m'apprenait à couvrir mes traces, à communiquer sans laisser de traces. « Grégory n'est pas idiot », a-t-il dit lors d'une rencontre dans un parc, alors que nous étions assis sur un banc en bois, prétendant être des étrangers discutant de la météo. Il a un réseau entier, des avocats, des fonctionnaires,
même des gens dans les forces de l'ordre. Si nous agissons imprudemment, il nous écrasera avant même que nous puissions parler. J'écoutais attentivement, absorbant chaque mot. Arthur expliquait que les documents qu'il m'avait donnés n'étaient que des copies, des enregistrements internes qu'il avait collectés au fil des ans. Ils suffisaient à provoquer une agitation, mais manquaient de poids légal pour tenir devant un tribunal. « Nous avons besoin des originaux », a-t-il dit, ses yeux vifs. « Et nous avons besoin de témoins vivants, de personnes qui ont travaillé pour Grégory, qui ont vu ces crimes de leurs propres yeux. » Mais ils ont peur, Darren. Ils savent ce qui arrive à ceux qui osent s'opposer à lui. J'ai pensé à ces paroles, aux journalistes disparus, aux accidents suspects détaillés dans le dossier. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale, mais j'ai refusé de laisser la peur prendre le dessus. « Alors, que faisons-nous » ai-je demandé. Arthur s'est penché, sa voix s'abaissant. « Nous frappons depuis l'ombre. Pas à pas. Nous allons saper la crédibilité de Grégory, faire douter les actionnaires, retourner l'opinion publique contre lui. Quand le moment sera venu, nous porterons le coup décisif, les preuves originales et les témoins. Mais d'abord, nous devons les trouver et les convaincre de se tenir à nos côtés. » La stratégie d'Arthur était loin d'être simple. Ce n'était pas un procès direct. C'était une guerre longue et éprouvante, nécessitant patience et ruse. Moi, un type du Bronx qui n'avait connu que le travail acharné et l'intégrité, devais maintenant apprendre à me déplacer dans l'ombre, à dissimuler mes intentions et à déjouer un ennemi 100 fois plus puissant que moi. Arthur a commencé à me faire entrer dans son monde, un monde de connexions secrètes et de plans méticuleusement calculés. Il m'a présenté à quelques personnes qu'il appelait ses alliés dans l'ombre. Il y avait un ancien comptable de Sterling Group qui avait travaillé sous Grégory, mais avait été licencié après avoir découvert des transactions louches. Vivant maintenant sous un faux nom en banlieue, il a accepté de nous aider à condition que son identité reste secrète. Il y avait une journaliste qui avait enquêté sur Sterling Group et avait échappé de peu à la mort dans un accident de voiture soudain. Elle vivait maintenant cachée, mais gardait des documents cruciaux qu'elle n'avait pas osé publier. Et il y en avait d'autres. Anciens employés, partenaires commerciaux trahis, chacun détenant une part de la vérité. Ces rencontres avaient toujours lieu en secret, souvent la nuit, dans des endroits que personne ne soupçonnerait. J'ai appris à varier mes itinéraires quotidiennement, à vérifier les échos. Chaque fois que je quittais la maison, j'embrassais le front de Tony alors qu'il dormait paisiblement dans son berceau, et je murmurais « Je ferai ça, mon fils, pour ta maman. » Ma mère a remarqué la tension dans mes yeux, mais n'a pas posé de questions. Elle m'a seulement serré dans ses bras, disant « Sois prudent, Darren. Je crois en toi. » Mon père était plus silencieux, mais je savais qu'il s'inquiétait pour moi. Arthur et moi avons commencé à construire notre plan. Nous ne pouvions pas encore poursuivre Grégory en justice, comme il l'expliquait, car les preuves n'étaient pas assez solides, et son puissant réseau garantirait l'enterrement de toute action en justice. Pour faire tomber un prédateur, a dit Arthur, ses yeux vifs, on ne peut pas manquer. Nous n'avons qu'un seul coup, et il doit toucher le cœur. J'ai regardé dans l'obscurité devant moi, et je me suis dit, ce n'est que le début. Lors d'une discussion stratégique dans une vieille bibliothèque, Arthur a dit « Nous ne pouvons pas attaquer de front. Grégory a trop d'alliés. Nous devons frapper de l'intérieur, le prendre par surprise et le faire révéler ses propres faiblesses. » J'ai hoché la tête, serrant un livre. Alors, quelle est la première étape? Arthur a esquissé un sourire froid et aigu. Nous fuyons une partie des documents, juste assez pour susciter le malaise, mais pas assez pour qu'ils puissent nous remonter.
La presse sera notre première arme. Elle fera une partie du travail pour nous, mettant la pression sur Sterling Group. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j'ai tenu Tony dans mes bras. Le bébé dormait profondément, ses petites lèvres pincées comme perdues dans un doux rêve. Je lui ai embrassé le front et j'ai murmuré « Je ferai ça, Tony. Je te donnerai l'avenir dont ta mère rêvait. » Puis je me suis assis, j'ai ouvert mon vieil ordinateur portable et je me suis mis au travail. Arthur m'avait fourni un canal de communication crypté, un moyen d'envoyer anonymement des informations à un journaliste auquel il faisait confiance, quelqu'un qui avait failli perdre la vie en enquêtant sur Sterling Group. J'ai sélectionné un document du dossier, un rapport interne sur une société fictive que Grégory utilisait pour le blanchiment d'argent, ainsi que quelques notes sur des transactions suspectes. Je n'ai pas signé mon nom ni laissé de traces. Lorsque j'ai appuyé sur « Envoyer », mon cœur battait comme si j'avais tiré le premier coup de feu dans une guerre. Quelques jours plus tard, j'ai vu les résultats. Un petit article est apparu dans un journal financier réputé avec le titre « Sterling Group. Y a-t-il quelque chose d'ombre dans leur rapport financier ?» L'article ne nommait pas Grégory directement, mais il citait des chiffres du document que j'avais envoyé, soulevant des questions sur la transparence de l'entreprise. Je l'ai lu dans le coin de la cuisine de mes parents, ressentant une montée d'adrénaline. Pour la première fois, j'avais l'impression de ne plus être une victime. Je me battais. Mais la réponse de Sterling Group est arrivée plus vite que prévu. Grégory, soutenu par son formidable équipe de relations publiques, a immédiatement tenu une conférence de presse. Je l'ai regardé à la télévision pendant que ma mère berçait Tony dans le salon. Grégory, dans un costume coûteux, se tenait devant les microphones, sa voix aussi douce qu'un politicien aguerri. « Ces allégations sont sans fondement, » a-t-il dit, ses yeux froids et perçants. Ce n'est rien d'autre qu'un stratagème des concurrents pour saper la confiance de nos actionnaires et de nos clients. Sterling Group a toujours été transparent et engagé envers ses valeurs. Roy et Bill se tenaient derrière lui, hochant la tête comme des marionnettes, mais je pouvais voir la tension dans leurs yeux. Arthur m'a appelé juste après, sa voix excitée mais prudente via une ligne sécurisée. « Tu as bien fait, Darren, » a-t-il dit. « C'est juste la première pierre jetée dans le lac. Les remous vont se propager, mais nous devons être patients. Ne les laisse pas remonter jusqu'à toi. » J'ai hoché la tête même s'ils ne pouvaient pas me voir. « Ils ne me trouveront pas, » ai-je dit, ma voix résolue. Mais au fond de moi, je savais que le danger se rapprochait. Dans les jours qui ont suivi, les remous ont commencé à se propager. Les petits actionnaires de Sterling Group, ceux qui échappaient au contrôle de Grégory, ont commencé à poser des questions. Quelques articles supplémentaires sont apparus, approfondissant les irrégularités dans les rapports financiers. Les médias ont commencé à s'en apercevoir, et j'ai vu le nom de Sterling Group dans les gros titres de plus en plus fréquemment. Arthur et moi sommes restés cachés, regardant de loin, comme des ombres dans l'obscurité. Chaque fois que nous nous rencontrions, j'apprenais de plus en plus à couvrir mes traces et à envoyer des informations sans laisser d'indices. Mais ma vie était toujours loin d'être facile. J'ai continué à faire des petits boulots, à courir contre la montre pour subvenir aux besoins de Tony et de mes parents. Certaines nuits, après être rentré d'un quart de travail, je m'asseyais près du berceau de Tony, le regardant dormir paisiblement, et ressentais une peur rampante. Je m'attaquais à un empire, et si j'échouais, ce ne serait pas seulement moi qui souffrirais. Toute ma famille paierait le prix. Mais alors, j'ai pensé à Ava, la façon dont elle me tenait la main et disait que nous surmonterions tout. Je me suis souvenu des paroles d'Arthur. Nous n'avons qu'un seul coup. Et je me suis dit que je ne pouvais pas m'arrêter.
J'ai continué à diffuser des documents, de petits morceaux à la fois, comme des gouttes d'eau qui font déborder un verre, un rapport sur un prêt secret, un email interne révélant la corruption de Grégory envers un fonctionnaire. Chaque document était une balle tirée depuis l'ombre, visant le cœur de Sterling Group. Je ne savais pas si Grégory se doutait de quelque chose, mais je pouvais sentir la tension dans l'air. Une fois, en passant devant un kiosque à journaux, j'ai vu Roy en première page avec le titre « Le fils du président de Sterling Group soupçonné de fraude ». Je me suis arrêté, le cœur battant, et j'ai acheté le journal. L'article ne me mentionnait pas, ni Arthur, mais je savais que nous faisions trembler leur empire. Arthur et moi nous sommes rencontrés à nouveau dans une petite dîner à la périphérie de la ville, où la faible lumière et la faible affluence garantissaient que personne ne remarquait deux hommes assis dans un coin. Il m'a regardé, ses yeux mêlant fierté et inquiétude. « Tu t'en sors bien », a-t-il dit. « Mais à partir de maintenant, les choses vont devenir plus dangereuses. Grégory ne restera pas les bras croisés. » J'ai hoché la tête, mes mains serrées. « Je suis prêt », ai-je répondu, bien qu'une peur informelle continuât de me remuer. Mais je n'arrêterai pas tant qu'ils n'auraient pas payé pour ce qu'ils avaient fait. Au fur et à mesure que la série d'articles continuait d'être publiée, l'atmosphère chez Sterling Group commença à changer. Je n'y travaillais plus, mais par l'intermédiaire des quelques vieux amis qu'il me restait, j'entendais des murmures de malaise au sein de l'entreprise. Les actionnaires ont commencé à poser des questions lors des réunions, exigeant des explications sur les chiffres suspects des rapports financiers. Grégory, soutenu par son formidable équipe, a essayé d'éteindre les flammes avec des déclarations polies et de belles promesses. Mais Arthur et moi ne nous sommes pas arrêtés. Nous savions que les articles seuls ne suffisaient pas. Nous avions besoin d'une chaîne de frappe implacable, chacune plus forte que la précédente, pour faire vaciller Sterling Group. J'ai commencé à travailler avec un petit groupe de journalistes à qui Arthur faisait confiance. C'étaient des gens qui avaient été menacés par Sterling Group, portant à la fois la peur et la détermination dans leur cœur. L'une d'elles, Anna, avait failli perdre la vie dans un accident de voiture qu'elle croyait orchestré par Grégory. Avec ses cheveux argentés courts et ses yeux résolus, elle est devenue la leader dans la publication de nos documents. « J'attends ce jour depuis longtemps », a-t-elle dit lorsque nous nous sommes rencontrés dans un petit appartement de Brooklyn où elle vivait sous une fausse identité. « Mais Darren, tu dois comprendre qu'une fois que nous aurons fait cela, il n'y aura pas de retour. Grégory nous pourchassera. » J'ai hoché la tête, mon cœur battant la chamade. Je sais. Puis, un matin, j'ai allumé la télévision et j'ai vu le nom de Sterling Group placardé sur toutes les chaînes d'information. Un grand journal avait publié une série d'articles d'investigation avec le titre « Scandale Sterling Group, corruption et dissimulation au sommet du pouvoir ». Les articles citaient le témoignage d'un ancien employé du service comptabilité qui avait été témoin de la manipulation des chiffres par Grégory pour dissimuler des dettes. C'était la personne qu'Arthur avait convaincu de se manifester sous couvert d'anonymat. Une tempête médiatique a éclaté. Les articles ont surgi comme des champignons après la pluie, des journaux financiers aux grands médias nationaux. Chaque jour apportait de nouvelles révélations. Une société fictive a révélé un soupçon de corruption envers un fonctionnaire. Un partenaire s'est retiré d'un accord avec Sterling Group en raison de préoccupations liées au scandale. Le cours de l'action de l'entreprise a commencé à chuter. Et j'ai entendu dire que les grands actionnaires tenaient des réunions secrètes exigeant des réponses de Grégory. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Des milliers de personnes partageant les articles
et remettant en question la transparence de l'entreprise. Pendant ce temps, les témoins qui étaient restés silencieux ont commencé à parler. Un autre ancien comptable licencié par Grégory pour avoir refusé de valider un rapport falsifié a contacté Anna et lui a fourni davantage de preuves. Un ancien partenaire commercial de Sterling Group, trahi par Grégory dans une affaire, est apparu dans une émission de télévision critiquant publiquement l'entreprise. Et puis, quelque chose que je n'avais pas anticipé s'est produit. Une journaliste qui avait disparu après avoir enquêté sur Sterling Group s'est révélée être vivante. Elle est apparue dans une interview anonyme racontant comment elle avait été menacée et forcée de se cacher. Ces histoires, chacune une petite pièce du puzzle, se sont réunies pour former une image claire de la cupidité et de la cruauté de Grégory Sterling. La pression de l'opinion publique est devenue immense. Les principaux partenaires de Sterling Group ont commencé à annuler des contrats, craignant d'être associés au scandale. Les actionnaires paniqués ont vendu leurs actions, provoquant une chute de la valeur marchande de l'entreprise. Arthur et moi sommes restés anonymes, laissant la presse faire son travail. Chaque fois que je voyais le nom de Grégory aux informations, je ressentais une petite part de justice rendue. Mais je savais aussi que nous entrions dans la phase la plus dangereuse. Grégory ne resterait pas les bras croisés à regarder son empire s'effondrer. Il riposterait. Et quand il le ferait, Arthur et moi devrions être prêts. Dans les jours qui ont suivi, les informations ont été dominées par des reportages sur Sterling Group avec des titres de plus en plus incisifs. Scandale Sterling Group. Est-ce la chute d'un empire? Ou le président Grégory Sterling sous la pression des actionnaires et des enquêteurs? Je me suis assis dans la petite cuisine de mes parents, les yeux rivés sur l'écran de télévision. Je savais que Grégory cherchait la personne derrière les fuites. Une fois, j'ai reçu un message d'un vieil ami chez Sterling Group m'avertissant que Roy et Bill interrogeaient tous les employés et avaient même engagé des enquêteurs privés pour retrouver la source des documents. « Sois prudent, Darren », disait le message. « Ils sont furieux. » Mon cœur s'est emballé en le lisant, puis je l'ai supprimé immédiatement. Je n'ai pas répondu, ne laissant aucune trace. Les grands actionnaires de Sterling Group, autrefois fidèles à Grégory, ont commencé à vaciller. Ils ne faisaient plus confiance à ses promesses douces, ni au discours poli de son équipe de relations publiques. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été convoquée, et cette fois, elle n'était pas sous le contrôle de Grégory. Arthur a eu vent d'un vieil allié au conseil d'administration, un homme qui avait travaillé avec lui au début de Sterling Group. « Il perd de foi », m'a-t-il dit lors d'une réunion dans une petite dîner, ses yeux brillants d'espoir. Les actionnaires veulent agir pour sauver l'entreprise. C'est notre chance, Darren. Nous avons commencé à nous préparer pour le coup final. Arthur a contacté ses alliés, ceux qui avaient été trahis par Grégory, pour rassembler davantage de preuves originales. Contrats signés, emails indéniables, et même enregistrement d'un ancien assistant qui avait enregistré les réunions secrètes de Grégory. J'ai travaillé jour et nuit à examiner chaque document, m'assurant qu'il n'y avait aucune erreur. Le jour de l'assemblée des actionnaires, Arthur et moi sommes restés à l'écart. Nous ne pouvions pas montrer nos visages, ni laisser Grégory savoir que nous étions derrière tout cela. Au lieu de cela, nous avons envoyé les documents originaux à Anna. Avec un courage que je ne pouvais m'empêcher d'admirer, elle les a transmis à un groupe de grands actionnaires et à une agence d'investigation. Au début de la réunion, l'atmosphère dans la salle de conférence de Sterling Group était comme une poudrière, prête à exploser. J'ai regardé la réunion en direct via un lien secret fourni par Anna. Grégory se tenait à la tribune, essayant de garder son calme, mais je pouvais voir la tension dans ses yeux. Les actionnaires, habituellement silencieux et dociles,
se sont maintenant levés, le confrontant avec des questions pointues. Un homme plus âgé représentant un fonds d'investissement majeur a brandi une pile de documents, les preuves mêmes que nous avions envoyées. « Monsieur Sterling », a-t-il dit, sa voix résonnant dans la salle silencieuse, « comment expliquez-vous ces fonds, ces sociétés fictives, ces pots de vin enregistrés dans vos propres emails ?» La salle a éclaté de murmures et de regards stupéfaits. Roy et Bill, assis à côté de leur père, sont devenus pâles. Gregory a essayé de répondre, sa voix tremblante mais toujours empreinte d'arrogance. « C'est de la diffamation », a-t-il déclaré, perdant son sang-froid. « Ces documents sont fabriqués, répandus par des concurrents pour me faire tomber. » Mais plus personne ne le croyait. Un autre actionnaire s'est levé et a diffusé un enregistrement. La voix indubitable de Gregory discutant d'un pot de vin à un fonctionnaire pour dissimuler un scandale. La salle est tombée dans le silence, le seul son étant la respiration haletante de Gregory à travers le microphone. Puis quelque chose que je n'avais pas anticipé s'est produit. Un actionnaire majeur, autrefois un allié proche de Gregory, s'est levé et a proposé un vote de défiance. Nous ne pouvons pas laisser Sterling Group s'effondrer à cause de la cupidité d'un seul homme, a-t-il dit. Je propose de révoquer immédiatement Gregory Sterling et ses 2 fils du conseil d'administration. Des applaudissements ont éclaté, forts et résolus. J'ai ressenti une montée d'adrénaline, incapable de croire ce qui se déroulait. Gregory a essayé de crier pour reprendre le contrôle de la foule, mais plus personne ne l'écoutait. Le vote a eu lieu rapidement et les résultats ont été annoncés. Gregory, Roy et Bill ont été retirés du conseil. Un conseil temporaire a été formé, promettant une coopération totale avec les enquêteurs pour découvrir tous les scandales. Gregory et sa famille étaient maintenant sous une surveillance intense. Des agences d'investigation ont surgi, examinant chaque transaction, chaque compte, chaque email pour retracer le détournement de fonds, le blanchiment d'argent et la fraude financière que nous avions exposés. J'imaginais le visage de Gregory, autrefois arrogant et intouchable, faisant maintenant face à des regards suspects et à des questions inévitables. Dans les jours qui ont suivi l'assemblée des actionnaires, l'atmosphère à New York semblait trembler sous l'effet de la tempête que nous avions déclenchée. La presse était implacable, produisant article après article. Pendant ce temps, Gregory, Roy et Bill ont été convoqués devant des agences d'investigation et j'ai entendu dire qu'ils avaient engagé une équipe d'avocats coûteux pour sauver leur réputation. Mais cette fois, personne ne pouvait couvrir la vérité. Les preuves que nous avions fournies, les emails, les contrats falsifiés, les enregistrements, étaient trop clairs, trop tranchants pour être rejetés. Une autre assemblée des actionnaires de Sterling Group a été prévue. Et cette fois, Arthur a décidé qu'il était temps pour nous de nous manifester. « C'est notre chance de clore le passé », a-t-il dit, sa voix basse mais puissante. « Je raconterai mon histoire, et tu raconteras la tienne. Ils ont besoin de savoir qui est derrière tout ça. » J'ai serré les poings, me sentant comme si je me tenais à un carrefour fatal. La réunion a eu lieu dans une grande salle de conférence à Manhattan, avec des murs de verre scintillants, dans une atmosphère aussi tendue qu'une salle d'audience. Arthur et moi sommes arrivés tôt, nous tenant dans un coin, observant la foule d'actionnaires, de journalistes et de membres du conseil provisoire. Gregory, Roy et Bill étaient absents, sous enquête et interdits d'assister. Au début de la réunion, quelques actionnaires de longue date ont immédiatement remarqué Arthur. Bien qu'il ait quitté l'entreprise il y a des années et que son nom semblait relégué à la mémoire, la légende du fondateur de Sterling Group persistait encore dans les murmures. Soudain, un actionnaire éminent s'est avancé vers le podium, sa voix résonnant dans le hall.
Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir la présence de l'homme qui a fondé Sterling Group. Beaucoup d'entre vous ne l'ont peut-être jamais rencontré, mais c'est une légende vivante parmi nous. S'il vous plaît, accueillez Monsieur Arthur Sterling pour quelques mots. Arthur s'est dirigé vers le podium d'un pas mesuré, un homme âgé rayonnant de dignité, les yeux vifs et la voix résonnante. « Je suis Arthur Sterling », a-t-il déclaré, et le hall est tombé dans le silence. Quelques personnes ont murmuré, reconnaissant le nom légendaire de l'homme qui avait fondé Sterling Group. J'ai été trahi par ma propre famille, chassé de l'entreprise que j'avais construite par mon fils, Gregory Sterling. Mais aujourd'hui, je suis revenu pour dire la vérité sur ces crimes, sur la cupidité qui a terni l'héritage de Sterling Group. Il a raconté son histoire, comment il avait été dupé pour signer ses parts, diffamé et isolé. Il a parlé de ses années de clandestinité, rassemblant des preuves, attendant la chance de retrouver justice. La salle était silencieuse, le seul son étant la voix puissante et émouvante d'Arthur. Puis il m'a regardé, ses yeux faisant signe. « Mais je n'ai pas fait ça seul », a-t-il dit. « Il y a un jeune homme qui a tout perdu à cause de la famille Sterling, mais qui s'est quand même élevé pour se battre. Darren Banner, s'il vous plaît, avancez. » Je suis monté sur le podium, mon cœur battant la chamade. Tous les regards étaient prêts et braqués sur moi, et j'ai eu l'impression que le monde entier regardait. Je suis Darren Banner, ai-je dit, ma voix tremblant d'abord, puis devenant ferme. J'étais autrefois un employé de Sterling Group, humilié par Gregory Sterling et ses fils pour mes humbles origines. J'aimais Eva Sterling, et elle a tout sacrifié pour nous donner notre fils Tony. Mais la famille Sterling me l'a enlevé, a pris mon travail et a essayé de prendre l'avenir de mon fils. J'ai raconté mon histoire sur mon amour pour Eva, l'opposition et les représailles de la famille Sterling, sa mort, et les mois que j'ai vécus dans le désespoir. J'ai parlé de notre combat dans l'ombre, des documents qu'Arthur et moi avions diffusés, des témoins qui s'étaient manifestés. Je n'ai pas fait cela par haine, ai-je dit, regardant directement la foule. Je l'ai fait pour la justice, pour Eva, pour mon fils, et pour tous ceux que la famille Sterling a piétinés. Le hall a éclaté en applaudissements. Des larmes coulaient sur mes joues, non pas de tristesse, mais parce que pour la première fois, j'ai senti que je n'étais plus seul. Les actionnaires, autrefois silencieux sous le règne de Gregory, se sont maintenant levés, exprimant leur soutien. La presse a capturé chaque mot, et je savais que notre histoire, celle d'Arthur et la mienne, se répandrait loin et large. Nous n'étions plus des ombres. Nous étions des vainqueurs. Je savais que quelque part, Gregory, Roy et Bill regardaient la réunion sur un écran, et j'imaginais leurs visages, stupéfaits, furieux, réalisant que celui qui avait fait tomber leur empire était moi, Darren Banner, le pauvre type sans le sou qu'ils avaient autrefois moqué. L'honneur d'Arthur a été restauré et il a été invité à rejoindre le conseil d'administration en tant que conseiller honoraire, mais il a décliné, me regardant avec un sourire fier. « C'est toi qui devrais diriger, Darren, » a-t-il dit. « Tu as le cœur et les capacités dont Sterling Group a besoin. » Dans une décision surprenante, le conseil m'a offert un poste au sein de la nouvelle équipe de direction en tant que PDG. J'étais stupéfait, incapable de croire qu'un gamin des rues pauvres du Bronx ait été reconnu et vu. Après ma nomination, j'ai déménagé mes parents dans une nouvelle maison, pas extravagante, mais assez confortable pour qu'ils puissent vivre sans se soucier des factures médicales ou d'un toit qui fuyait. Tony, mon petit garçon, a commencé à grandir dans un environnement aimant, avec de meilleurs soins et une meilleure nutrition.
Ma mère lui racontait toujours des histoires le soir, et dans ces moments-là, mon cœur était réchauffé au-delà de toute mesure. Chaque matin, en me regardant dans le miroir, je ne voyais plus un homme brisé, avec des cernes sous les yeux. Au lieu de cela, je voyais un père, un fils et un homme qui s'étaient battus sans relâche pour la justice. J'avais tenu ma promesse à Ava, à Tony et à moi-même. Mais plus importante encore, je voulais envoyer un message à tous ceux qui luttaient encore dans l'ombre. Tenez ferme à votre intégrité, restez résilient et n'abandonnez jamais. La justice peut venir en retard, mais si vous continuez à vous battre, elle viendra sûrement.